Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette semaine de réflexion sur l'intelligence artificielle qui s'appelle IA et société et la question de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on va vers des usages responsables. Voilà. On va en discuter toute la semaine. Donc moi je m'appelle Elisa Fromont. Je co-organise avec pas mal de gens que je vais présenter après cette semaine IA, qui est principalement à destination de vous, c'est-à-dire des étudiants. Je vais vous présenter aussi après pour que vous sachiez qui il y a dans la salle et puis que vous compreniez quel est l'intérêt d'être mélangé, tout ça. Donc moi, je suis responsable scientifique d'un projet de formation qui s'appelle TIAR. Qui finance en particulier l'organisation de cette semaine IA. Et TIAR, ça veut dire toute l'intelligence artificielle à Rennes. Donc les ambitions du projet TIAR, c'est de faire du bassin rennais une référence en matière de formation en IA. Globalement, il y a beaucoup de formations en IA sur le bassin rennais, mais d'abord, vous connaissez pas tous les uns les autres. Et puis, il n'y avait pas de formation dédiée intelligence artificielle. Donc voilà, c'est chose faite depuis l'année dernière. Et puis on essaye de réunir un peu toutes les formations qui font de l'IA pour que vous appreniez à vous connaître et que vous sachiez qu'il y a d'autres gens qui font de l'IA à Rennes, et éventuellement former un réseau, suivre les mêmes conférences, etc. Donc créer, développer une offre de formation cohérente. Et tout ça, c'est pour répondre à un besoin du gouvernement. Donc comme souvent en formation, au moins à l'université, on a des commandes gouvernementales et c'était accélérer, densifier la formation en intelligence artificielle. Voilà. Alors, sachez qu'il y a un site qui s'appelle intelligence-artificielle.univ-rennes.fr. Peut-être vous avez eu le lien qui a été donné par vos responsables de formation. Dedans, vous avez les résumés des intervenants de la semaine IA, sauf ceux de l'après-midi, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et vous avez aussi les conférences des années précédentes, enfin de l'année précédente pour l'instant, voilà, qui ont été filmées. Elles seront filmées aussi cette année. Donc si vous avez envie de revoir, ce sera tout à fait possible. Et puis vous pouvez regarder celles des années d'avant. Vous verrez que les conférenciers sont assez prestigieux, donc c'est des chouettes conférences. Donc cette semaine, c'est une semaine de conférences qui se veut accessible à tous, c'est-à-dire qu'on part pas du principe que vous avez un background en IA du tout. Donc normalement, cet après-midi, vous allez avoir une conférence introductive qui est censée vous donner la base de ce qu'il faut savoir pour essayer de comprendre ce qui se passe cette semaine. Mais le but, c'est que c'est pas des conférences trop techniques. Certaines seront un peu techniques, surtout les conférences industrielles, on en rediscutera. Voilà. On est à la deuxième année de semaine IA, donc on fait encore des erreurs. Donc on vous demandera un petit peu votre avis sur la question. Soyez indulgents. On fait des erreurs, mais on progresse. Si vous nous donnez des remarques constructives, on progresse. Donc on va aborder des thématiques autour de l'IA comme technique, mais surtout sur les enjeux sociétaux. On va parler de droit, de gouvernementalité, d'environnement, de santé. Voilà, il y aura des conférences appliquées à la recherche, dans le sens où ce sera des académiques qui les donneront, et puis il y aura pas mal de conférences où ce sera des personnes du monde industriel qui viendront les donner. On avait déjà fait ça l'année dernière et ça avait très bien fonctionné, donc faites-nous confiance. Il va y avoir des temps de débat et de partage. Et ces débats et ce partage, c'est vous qui allez les faire. Et donc, les règles du jeu de tout ça vous sera expliqué un petit peu plus tard dans l'après-midi, quand on aura toutes les formations qui seront arrivées. Donc, ce qu'on attend de vous pour cette semaine IA, c'est que vous vous rencontriez et que vous construisiez votre réseau en IA, que éventuellement vous partagiez des choses entre vous en dehors de votre formation. Donc observez, écoutez, échangez et développez votre esprit critique parce que maintenant plus que jamais c'est important d'avoir ses chakras grands ouverts quand il est question d'IA parce qu'on entend beaucoup de bruit
Et c'est important de savoir un peu démêler le vrai du faux et puis d'aider ceux qui sont moins formés que vous. Et il y en a beaucoup, le grand public, vos parents, vos amis, tous. Donc vous allez devenir des ambassadeurs et ce qu'on voudrait, c'est qu'à la fin de cette semaine, vous alliez essayer de rassurer quand il faut rassurer, inquiéter quand il faut inquiéter, répondre à des questions éventuellement. Et normalement, vous devriez savoir le faire un peu mieux à la fin de cette semaine. Voilà. Donc créer un lien entre étudiants et formation. Voilà, de toutes les formations. Alors, j'ai rajouté... Oui, je vais parler de cette histoire de hackathon juste après. Donc, qui êtes-vous? Alors, vous êtes un peu plus que ça. Il y a une dizaine de formations qui sont représentées dans l'amphi. Vous êtes environ 150 étudiants, mais à cela s'ajoutent des guest stars, en particulier du master mass. Je ne sais pas s'ils sont notés là. Ouais, si, ok. Et de l'INSA de Rennes, mais en fait, c'est des formations pour lesquelles c'était très difficile de libérer toute la semaine. Donc, c'est un peu au bon vouloir des étudiants. Donc, par exemple, pour l'INSA, en fait, ils vont pas participer au débat et tout ça, mais ils seront là en masse demain et aussi jeudi après-midi. Voilà. Mais bon, c'est pour vous dire qu'il y aura d'autres étudiants qui se joindront à vous. Donc, un master qui a été créé dans le cadre du projet TIAR, qui est le master en intelligence artificielle qui est à l'ISTIC. Alors, l'ISTIC, c'est... l'Institut de formation en informatique et électronique de l'Université de Rennes, qui se trouve juste là, à côté, là. Et donc, on a tous les étudiants du Master IA, les M1 et les M2 qui arriveront un petit peu plus tard tout à l'heure. On a pas mal d'étudiants de l'UFR de sciences économiques. Donc peut-être je vais vous faire lever la main, comme ça vous manifestez. Est-ce que les étudiants du master 1 et 2 de IA, enfin il n'y a pas beaucoup du master 2, le master 1 d'IA, vous pouvez lever la main, comme ça vous identifiez un peu. Ok. Donc j'aurais dû commencer comme ça, bienvenue à tous évidemment. Donc le master 1 de le MAS, mathématiques appliquées et statistiques. Ah, vous êtes venus en force, bravo. Le Master 2, stratégie digitale et numérique. C'est bien. Voilà, vous pouvez vous repérer dans la salle parce que je suis pas sûre que vous avez peut-être pas fait votre rentrée encore, je sais pas. Isabelle, ils ont fait leur rentrée, si? Ce matin? Ok. Le Master 2, management PME, affaires internationales. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Ouais, super. Il y a des étudiants de l'ENSAI. Donc l'ENSAI, c'est une école de statistique qui est basée à Bru. Est-ce qu'il y a des étudiants de l'ENSAI ce matin? Enfin, cet après-midi, excusez-moi. Bon, ils vont arriver dans la semaine à un moment. Il y a des étudiants de l'Institut Agro-Rennes-Angers. En particulier, il doit y avoir des étudiants du Master de Télenvie qui s'intéressent télédétection et environnement, je crois. Voilà. Et le master E2C, donc agrosciences. Ok, agrosciences. C'est la chef qui dit, moi je ne sais pas tout. D'accord, donc il y en a d'autres qui sont là. Et encore une fois, bienvenue à tous. Et il y a des étudiants de l'UFR Sciences Éco... Ah ouais, c'est une erreur. De bioinfo, pardon, excusez-moi pour le master bioinfo. Donc c'est le master biologie et informatique. Super. Vous êtes bien mis sur une ligne, vous êtes tous arrivés en même temps peut-être. Et la licence 2, biologie, mathématiques et IA. Ok, ça c'est une erreur aussi. Bon voilà, ça nous arrive. Donc l'idée c'est que pour la plupart de ceux qui sont inscrits ici, en fait, la semaine est obligatoire. Ça va vous donner lieu à un open badge à la fin de la semaine, c'est-à-dire un certificat que vous pourrez montrer pour dire j'ai suivi une semaine avec tel type de cours. En fait, il y aura la liste des cours qui sera listée et vous pourrez mettre sur votre CV j'ai suivi une semaine de cours sur IA et société et voilà le type de cours qu'on a vu et voilà ça c'est une formation, un certificat qui sera commun à tous les étudiants des formations qui sont dans le projet TIAR.
Donc, la présence de ces étudiants-là est obligatoire pour obtenir l'Open Badge, parce que sinon, ça fait pochette surprise. Et donc, vous êtes censé émarger toutes les demi-journées. Je vérifie avec la chef. Sandrine, elle est pas là? Non, elle est encore en bas. C'est ça, je crois. Voilà. Alors, donc vous allez passer la semaine ensemble. Il va y avoir des choses qui vont vous lier un peu parce que vous allez travailler un petit peu ensemble. On va vous faire travailler un peu. Et ça, vous en entendrez parler à partir de 16h sur les histoires de débat et de résumés dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a d'autres moments dans l'année où vous pouvez vous rencontrer, peut-être. Et en particulier, dans le cadre du projet TIAR, on co-organise un hackathon. Il s'appelle le Data Challenge, le 16 et 17 janvier. Le site web n'est pas encore ouvert, mais si ça vous intéresse, donc certaines formations seront très poussées à y aller, en particulier le Master Math et le M1 IA. Presque toute la promo sera poussée à aller faire ce hackathon-là. Mais les autres, n'hésitez pas à venir. L'inscription est volontaire, donc vous décidez. Ça veut dire que vous devez libérer un vendredi qui est le 16 janvier, le 17 étant un samedi. C'est un challenge par équipe. Il y a des sous à gagner. Sur 2 jours, vous devez résoudre un problème qui vous est donné le 16 matin par des entreprises qui sont partenaires. Et il y a 4 prix de 2 000 € à gagner par équipe. On va donner un bonus au moment où on va choisir les équipes qui gagnent les prix. On donnera des bonus au fait que vous avez diversifié la provenance des membres de votre équipe. D'accord ? Donc, si vous arrivez à mélanger et donc à faire connaissance cette semaine et puis à vous retrouver pour aller faire le Data Challenge en équipe, c'est tant mieux pour vous parce que ça fera des points en plus pour obtenir des prix. Alors, le programme de cette semaine est le suivant. Donc, vous avez presque tous entendu parler de la matinée, des matinées, moins des après-midi. Alors, dans les après-midi, il va y avoir des temps. Donc, cet après-midi à partir de 16h, et vendredi matin sur les histoires de débat et de résumés dont on vous parlera après 16h aujourd'hui. Et les après-midi, en fait, c'est des entreprises, des industriels qui viendront faire des talks. Et la raison pour laquelle on n'a pas fait trop de pub pour les entreprises, c'est parce que l'année dernière, en fait, on a eu quelques manifestations anti-tech autour de la semaine IA. Et en fait, on voulait pas trop qu'ils sachent qui allait venir pour qu'ils viennent pas embêter qui que ce soit cette semaine. Parce que l'année dernière, ça nous a un petit peu perturbés. Donc voilà. Donc les programmes de l'après-midi ne sont pas disponibles sur Internet. Mais voilà. Vous aurez des gens de Gwen Lake, d'Open Studio, de la SNCF, de Sopra, de West France, de Notia, de la MIAD, qui est la partie IA du ministère des Armées, de Scalian, GenAI Impact, enfin voilà. Il va y avoir plein de talks industriels qui vont vous expliquer ce qu'ils font dans leur entreprise avec de l'IA, pour de l'IA, autour de l'IA, pour vous donner des exemples. Donc les organisateurs de cette semaine, ils sont là. Moi, je suis là-bas, Elisa Fromont. Donc je suis professeure en informatique à l'université de Rennes et chercheuse en intelligence artificielle. On fait pas tous de l'intelligence artificielle dans les encadrants. Il y a normalement, il y en a certains que vous avez vus dans vos propres formations parce que ce sont vos responsables de formation. Et on a une équipe support hyper efficace, et en particulier vous allez interagir beaucoup avec les gens qui vous ont donné les badges à l'entrée. Donc je remercie en particulier énormément Sandrine Masson, Sophie Arnoux-Ménard, Elsa Denichou et Gontran Vier, qui sont pour les petites mains, je remercie tous les autres bien sûr, mais qui sont les petites mains un peu dans l'ombre et qui sont pas toujours là. Et Quentin, excusez-moi, Quentin, je t'avais pas vu, tu vois, tu t'es mis en bas à droite. Et Quentin Rouillet qui est là aussi, excusez-moi. Ah oui, ok, bon, voilà. Très bien, donc au niveau questions pratiques pour la semaine, essayez d'arriver
20 minutes, une demi-heure avant le début des conférences pour avoir le temps de badger. Vous êtes beaucoup, vous êtes 200 dans cet amphi quand il est plein. Si on veut commencer à l'heure, il faut que vous arriviez plus tôt. Donc essayez d'arriver une demi-heure avant le début, surtout que vous rebadgez toutes les demi-journées. Il y a une pause café le matin à 10h30. On vous offre le café et le thé, et il y aura des petits machins à grignoter. On vous offre le repas du midi pour que vous puissiez rester, discuter ensemble. Ça va être des petits paniers repas. On en a prévu pour tous les participants, d'accord. Il faudra juste que vous les preniez en sortant le midi toute la semaine, hein. Pas le vendredi, donc du mardi au jeudi. Et ce qu'on attend de vous, c'est de l'autonomie, donc essayez de respecter. On n'a pas beaucoup de règles, c'est plutôt bon enfant. Vous allez voir que c'est des conférences qui sont extrêmement intéressantes et on fait venir des gens de partout dans le monde. C'est très luxueux ce qu'on vous offre là. Prenez la mesure de la chance que vous avez parce que c'est une chance. Vous avez une certaine responsabilité pour que ça se passe bien. Soyez respectueux envers vous, envers les intervenants, envers nous, les organisateurs. Ça me semble la base. Donc voilà, respect pour toute cette semaine. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. L'année dernière, ça s'est très très bien passé. Faut que ça continue comme ça. Je pense que c'est la meilleure manière qu'on continue à faire ça tous les ans et que tout le monde en profite. Et vous allez voir que il y a des choses sympas quand même. Voilà, pour les ateliers, je remettrai les slides plus tard. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre Termier qui va vous faire la conférence introductive maintenant. On est lundi après-midi et donc Alexandre est aussi professeur à l'université de Rennes, chercheur à l'ISTIC. Il est responsable d'une équipe qui fait de l'IA, de la science des données, qui s'appelle la CODAM. Et voilà, il va vous expliquer les bases à connaître pour comprendre ce qui va se passer cette semaine. Alexandre. Donc, merci Elisa. Merci Elisa. Et donc, effectivement, je suis Alexandre Termier et je vais essayer. Alors, vous êtes un public qui, a priori, est un petit peu disparate en connaissance de l'IA. Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de cette introduction. Pour d'autres, c'est la 50e conférence introductive à l'IA que vous voyez. Je vous demanderai votre indulgence. Et puis, pour certains, ça va vous montrer quelques petites choses. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les grands domaines qu'on va revoir, enfin, qui vont vous servir pour ce que vous allez voir pendant la semaine. Parler aussi de quelques-uns des aspects, des sociétaux, énergétiques, tout ça. Alors, je vais rester au niveau, puisque vous aurez des conférences spécialisées, mais espérons que ça vous servira à profiter de la semaine. Alors, l'IA. C'est pas très très compliqué de se dire que c'est bien de parler d'IA actuellement, puisque de toute façon, il y en a partout. Des boîtes qui n'ont rien à voir avec la choucroute, genre Intel, qui font des processeurs, hein, c'est quand même très bas niveau, font des événements AI Everywhere. Forcément, ils sont contents, ça vend des processeurs. Maintenant, les télés pensent qu'elles ont de l'IA. On est content pour elles. Mais votre frigo aussi a envie d'avoir de l'IA. Vous avez des compagnies qui ont des titres qui font un tout petit peu peur. Là, j'ai pris ça au hasard sur une start-up américaine. Je sais pas, moi, quand on dit l'IA qui écoute et prédit tout ce que disent les clients, moi, ça me fait pas très envie. Hein. Mais bon, c'est ça. Encore un autre. Et même les Français, tout à coup, se disent que, mais est-ce que en 2000, ça c'est le bloc du monde, en 2025 pourrait être l'IA de l'année de l'IA en France? Je vous rassure, ce sera non. Mais ils se posent la question. Alors, il est de coutume de commencer les présentations de l'IA par une définition de l'IA, ce qui est toujours un grand sujet de discussion pour les gens qui font de l'IA, parce que comment on définit l'IA, on ne sait pas trop. Il y a 50 000 définitions qui se battent. Alors moi, j'en aime bien deux. Une des premières, c'est celle de Marvin Minsky, qui dit on va essayer de faire à la machine des choses que fait un humain, mais plutôt quand il utilise son cerveau. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller couper du bois ou autre chose. Là, il faut quand même une petite activité intellectuelle. Alors,
une définition qui vient d'un Français qui a été un des pionniers de l'IA en France, Jean-Louis Laurière, qui dit, vous voyez, elle est un peu plus subtile. Hein. Ça commence quand l'informatique classique s'arrête. C'est quand on a un problème où on n'a pas un algorithme bien défini, genre l'algorithme pour additionner deux nombres, on sait faire. Quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, on va faire plutôt une méthode d'IA qui va essayer de trouver une solution sans que ce soit un algorithme gravé dans le marbre. Si vous regardez bien cette définition, vous verrez qu'il n'existe pas d'algorithme connu ou raisonnable. Ça veut dire que si tout à coup il y a un algorithme connu qui sort, eh ben vous sortez de l'IA. Et ça c'est très très vrai. En haut à droite, là, je vous ai mis un GPS. Quand vous utilisez le GPS dans Google Maps, dans votre téléphone, dans votre voiture, vous avez l'impression d'utiliser de l'IA avancée. Vous la sentez, l'IA de Skynet qui va venir vous tuer? Non. Hein. Eh ben, ça, la navigation, c'était de l'IA avancée dans les années 50-60. On ne savait pas faire ça. Juste pas. Donc c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours maintenant, vous y pensez même pas. C'était de l'IA. Alors on le met toujours dans les cours d'IA parce que c'est sympa, mais vous ne le voyez plus comme de l'IA. De la même façon, votre correcteur orthographique, c'est pas de l'IA. C'est un truc qui va juste chercher les fautes. Ben si, en fait, à la base, c'est des recherches en IA qui ont amené à ça. Et je peux vous en faire des tonnes dans cette série-là. Donc par exemple, faire de l'OCR, reconnaître votre écriture manuscrite et ainsi de suite. C'était de l'IA. Techniquement, ça utilise toujours des techniques d'IA, mais vous le voyez plus comme de l'IA. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, ces approches qui au début sont parties, genre on ne sait pas résoudre ce problème, il est compliqué, elles ont été résolues d'une certaine façon et elles sortent du champ de l'IA. Donc vous voyez, ça rend difficile la définition de l'IA. Alors, dans cette présentation, on va essayer de regarder un petit peu les grands domaines de l'IA parce que l'IA a été attaquée par plusieurs bouts, avec plus ou moins de succès suivant les époques. Et on va essayer de voir un petit peu, parce qu'à chaque fois, c'est une philosophie un petit peu différente. Et puis, c'est amusant de voir, en fait, ce que chacun de ces grands domaines a amené et ce qui marche pas. Donc là, vous avez une figure qui est pas du tout à l'échelle ni quoi que ce soit. C'est une figure, on va dire, plutôt pour l'idée, avec des dates et les domaines qui ont pris le plus d'importance dans les recherches en fonction des dates. Donc, dans les années 50, ce que les gens aimaient bien, c'était l'IA classique, c'était pour ça que c'était les années 50. Pour nous, c'est devenu l'IA classique, mais à l'époque, ça s'appelait l'IA symbolique. Et vous voyez que c'est la zone bleue qui, au fur et à mesure que le temps a passé, a perdu en importance. Alors, à quel point elle a perdu en importance, on s'en fiche, c'est juste pour vous dire qu'elle a perdu en importance. Il y a une autre vision qui était plutôt l'apprentissage. On va revenir un peu là-dessus, une IA plus numérique, et qui ne faisait pas exactement les mêmes tâches, qui était moins importante dans les années 50 et qui a pris plus de place. Et puis, bien sûr, l'éléphant dans la pièce, c'est quelque chose qui est issu de la zone verte, mais qui est devenu sa propre zone juste parce qu'elle est devenue très populaire. Ce sont les IA génératifs. On va reparler un peu de tout ça. Alors, un truc amusant, c'est déjà de commencer par une petite photo de famille sur les braves gens qui ont fait commencer tout ce bazar. Et alors, il y a plein d'histoires que je peux vous raconter, mais on n'a pas le temps. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il faut se dire qu'à l'époque, les gens avaient réussi peu d'années avant, genre 10 ans avant, on est en 56, on avait des grosses calculatrices qui avaient réussi à être inventées. Ça faisait la taille d'un bâtiment, ça permettait des applications sympas comme envoyer des bombes nucléaires, mais on ne pouvait pas faire beaucoup plus que du calcul avec. Et ces machines, quand même, mécanisaient des calculs. Et en fait, on s'est rendu compte, si je mécanise ce calcul-là, puis que je me dis, si tu as telle valeur, fais telle autre chose, on peut faire des actions de plus en plus compliquées. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient en train de faire des algorithmes qui avaient été vus théoriquement, mais là, ils pouvaient les faire pour de vrai. Et du coup, c'était des scientifiques, ils se sont mis à rêver un petit peu. Ils se sont dit,
Ah, mais en fait, ces algorithmes, ils peuvent, s'il se passe tel truc, je fais ça, il se passe tel truc, je fais ça. C'est bon. L'intelligence humaine, on l'a dans 10 ans. Juste quelques algorithmes un peu compliqués, quoi. Ils le croyaient vraiment. Bien sûr, il y a d'autres gens qui ont participé au rêve. Les militaires, par exemple, c'est des grands rêveurs. Ah ouais, on pourra traduire le russe en temps réel. Mais ok, on y va. Et du coup, il y avait une science qui était en train de naître. Il y avait des gens qui avaient envie d'avoir ces résultats. Il manquait juste du marketing. Le marketing, bon, les idiots de la pièce ont dit on pourrait appeler ça algorithmique avancé. C'était con. Donc on leur a dit non. Et puis il y en a un, je crois que c'est McCarthy, il a dit ouais, on va l'appeler intelligence artificielle. Gagné, ça a ramené plein de sous, parce que les politiciens y ont cru. Tout le monde y a cru à ce moment-là. Et déjà, je vous ai mis c'est fait de façon très très brutale, mais je vous ai mis des couleurs sur les noms, parce que dans ces noms que vous voyez, il y en a qui sont plus partis du côté symbolique. Alors, je pense que le fait qu'ils étaient assis en haut n'a rien à voir avec le fait qu'ils voulaient faire du symbolique. Et puis, il y en a qui sont plus partis du côté probabilité, apprentissage numérique. Et on voit déjà en fait cette dualité sur les deux approches différentes des faire d'IA. Je passerai sur le fait qu'en fait, ils se posaient beaucoup de questions à l'époque parce qu'ils se demandaient aussi, mais est-ce qu'on doit comprendre le cerveau humain pour faire de l'IA? Et ils ne savaient pas en fait, est-ce qu'on part de rien ou est-ce qu'on essaie de reverse engineer comment fonctionnent les humains? Donc c'était une époque un peu marrante. Et ils se sont dit, on a plein de briques en fait pour essayer de faire du raisonnement. Donc on pourrait partir plutôt de la logique, c'est quelque chose qu'on sait qui marche bien, et on sait fabriquer des raisonnements avec de la logique. Le problème, c'est que des fois, il y a de l'incertitude, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on sait, donc on pourrait plutôt partir des probas. Je vous en parlerai pas beaucoup dans cette présentation, mais c'est aussi un chemin qui est important. Et puis, sinon, il y a vraiment le reverse engineering ultime. Ok, le cerveau humain marche avec des neurones, on va faire des neurones, on va les mettre ensemble et ce sera gagné. Donc, vous voyez, il y avait plein de chemins, et en fait, ces chemins, il y en a aucun qui a raté. Ils ont tous amené à des champs de l'IA un peu différents dont on va parler. Alors, on notera tous que ils ne savaient pas ça à l'époque, mais il y a un bouquin qui est sorti en 2011, qui a eu beaucoup de succès, qui essaie de représenter notre façon à nous humains de résoudre des problèmes avec deux gros systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est celui qu'on utilise tout le temps sans réfléchir, on se pose pas de questions, c'est ah ouais, ça c'est comme ça, donc en fait c'est un peu nos stéréotypes, nos trucs instinctifs. Et on a notre système 2, donc le système 2 c'est c'est celui qui est embêtant parce qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on se pose des questions, qu'on pose ça crayon papier et tout. Et ça va plutôt être la logique. Et il se trouve, alors, on peut pas mettre chacune des approches d'IA soit dans le système 1, soit dans le système 2, ce serait trop simple. Mais les réseaux de neurones seront plutôt système 1. Je mets plein de précautions oratoires, mais plutôt système 1, c'est-à-dire que ça va vite, ça apprend, on ne sait pas très bien comment ça apprend, mais ça va répondre très très vite après. La logique, elle est plutôt système 2 forcément, puisqu'il faut bien poser les choses, on va suivre un raisonnement, donc on pourra tracer et ainsi de suite. Et les probas peuvent émarger des deux côtés. Alors, cette figure qui n'est pas très très belle, c'était une tentative artistique, mais ça a raté. J'ai repris ma figure d'avant, et alors c'est toujours de la courbe fiction. C'est-à-dire, c'est des graphes, mais qui sont complètement faux et tout. Mais vous remarquerez que j'ai changé mon axe là, c'est le financement des projets en IA. Et la vie n'a pas été toujours tranquille pour l'IA, parce que au début, ils ont fait ce super truc marketing, ils ont dit c'est bon, dans 10 ans on sait tout faire, on décode le russe, le pilote va parler dans son casque, l'avion va tout de suite comprendre ce qui se passe. Magique. Bien sûr, 10 ans plus tard, ça marchait pas. 15 ans plus tard non plus. Les gens ont commencé à dire ça commence à bien faire. Voilà, il y a eu un rapport fait par un Anglais qui a dit que traduction automatique, là, ça marcherait jamais vu comment il faisait.
Et donc, les politiciens, on peut les avoir une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, ça suffit. Et comme à chaque fois, c'est plein de millions, ils en ont eu un peu marre. Donc, tout le monde a dit non, faut arrêter de mettre de l'argent dans l'IA, c'est nul. Ça a été ce qu'on appelle un hiver de l'IA, c'est-à-dire plus de sous. Et si vous disiez que vous faisiez de la recherche en IA, vous étiez un raté. Ensuite, heureusement, une nouvelle génération est arrivée et a proposé de faire des systèmes experts, donc des systèmes avec des règles qui pourraient servir dans les hôpitaux. Un patient arriverait, on mettrait ses symptômes et boum, 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 le système trouverait tout seul ce qu'il a, magique. Les Japonais, qui n'avaient rien compris dans les années 80, mais qui avaient plein d'argent, ont dit on va faire la 5e génération d'ordinateurs, on va baser ça sur un langage français qui fait de la logique, qui s'appelle Prolog, ça va être super. Bon, les systèmes experts, voilà, tout le monde en a fait, grand succès, deuxième hiver. Parce que bien sûr, ça n'a pas du tout tenu les promesses que ça devait tenir. Ça a fait plein de trucs super, mais comme d'habitude, les gens se sont excités et ça a fait du rien. En 2012, là, on a eu un vrai bel été, le deep learning. Vous en avez entendu parler. Là, pareil, c'est devenu le truc à faire. Vous remarquerez que la zone verte a commencé à bien grossir à ce moment-là. Et vous savez qu'on est dans une période de réchauffement climatique. Donc on a décidé de zapper l'hiver et de passer directement à un autre été qui est l'été des IA génératives lancé par ChatGPT. Et donc, en fait, là, le truc amusant, c'est que tout le monde attend. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller vers encore plus d'été? Ou est-ce qu'on va avoir un hiver très sévère? Parce que le winter is coming, ça fait un moment qu'on nous le dit, mais il n'arrive pas. On en reparlera d'ici à la fin de ce talk. Alors, ici, le but, là, c'était un petit peu pour vous montrer les grandes familles et puis l'histoire à très très haut niveau. On va parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est que l'IA classique ou symbolique. Alors, je vais essayer à chaque fois, grosso modo, de vous parler un petit peu du modèle qui est mis, et je fais un modèle, à chaque fois, je vais vous le dire de façon très simple, parce que bien sûr, comme tous ces trucs d'IA, c'est fait par des ordis, c'est pas fun, hein. À la base, il y a des trucs de maths qui fonctionnent, et qui font croire que ça résonne. Mais c'est juste de la magie mathématique, et sur les 3 parties, il y aura à chaque fois un petit peu de magie, ce sera 3 types de magie différentes qui vont fonctionner. Donc, l'IA classique fonctionne dans un espace dit discret, c'est-à-dire, c'est pas des nombres. On peut pas passer, il n'y a pas une infinité de valeurs entre deux valeurs. C'est, j'ai vrai, j'ai faux. J'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai petit, grand, moyen, mais j'ai rien entre les deux, tout ça. Et à partir de ces symboles, on va avoir des formules de logique qui vont nous permettre d'exprimer des choses. Par exemple, je peux avoir un symbole qui me dit que je tousse, qui peut être vrai ou faux, et un symbole qui me dit que j'ai mal à la tête, pareil, vrai ou faux. Et si quelqu'un arrive et à la fois tousse et a mal à la tête, je vais pouvoir faire une formule logique qui dit, il a tout et mal à la tête. Peut-être que là, c'est une maladie particulière qui est dit quand on a les deux en même temps. Si j'ai que l'un des deux, j'ai pas la maladie, mais si j'ai les deux, j'ai la maladie. Donc, vous pouvez mettre ça aussi compliqué que vous voulez. Vous pouvez faire des formules plus compliquées. Il y a tout un zoo de logiques différentes. Alors, une simple, c'est la logique du premier ordre. On peut commencer à rajouter des formules, ce qu'on appelle des quantificateurs, par exemple. Pour toute x, quel que soit x, on s'en fiche. Si jamais x est humain, alors x est mortel. Et donc, là, ça vous dit une espèce de vérité absolue sur les x. Du moment que vous savez qu'il est humain, vous savez qu'il va être mortel. Et à partir du moment où on a toutes ces petites formules de logique et ces symboles, on peut faire de la déduction logique. Donc c'est top, hein, parce que ça, je vous l'ai fait en français, mais pour une machine, elle fait ça sans se fatiguer. On peut lui écrire la règle comme ça. Alors là, je vous l'ai mis dans un langage qui n'existe pas, mais ça se traduit quasiment automatiquement dans beaucoup de langages qui existent. Après, je lui mets ce qu'on appelle un fait, c'est-à-dire je lui dis, tiens, ok, il y a un monsieur, il s'appelle Socrate, il est humain. Et la machine se dit, ok, alors j'ai Socrate qui est humain, elle va chercher sa règle, elle sait qu'elle a le droit de mettre Socrate à la place du x, et donc, elle n'est pas bête, hein, si elle voit x à gauche et x à droite, elle sait que ça va être la même chose. Du coup, ok, si Socrate est humain, j'ai le droit de produire un nouveau fait, une nouvelle vérité, qui est que Socrate est mortel.
Donc vous voyez, c'est vraiment de la mécanique ras des pâquerettes, mais cette mécanique ras des pâquerettes vous permet de faire beaucoup de choses, parce que bien sûr là on l'a fait avec une règle et un fait, mais vous pouvez le faire avec plein de règles, plein de faits, et vous pouvez faire plein de choses compliquées avec ça. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils ont commencé l'IA symbolique dans les années 50-60, ils étaient fous, quoi, parce qu'ils se disaient qu'avec ça, ils allaient pouvoir tout faire. Ils n'avaient pas complètement tort, mais ils n'avaient pas complètement raison non plus. Alors, le tout faire, un des trucs qui était sympa, c'était de faire de la planification. Alors, la planification, c'est en fait, on a un état initial, on voudrait arriver à un certain but, et comment on fait pour arriver à ça, sans utiliser d'humains, parce que c'est embêtant, ça coûte cher et tout, donc avec des robots. Alors bien sûr, à l'époque Amazon n'existait pas, donc envoyer des colis d'un endroit à un autre, tout le monde s'en fichait. Par contre, l'armée pouvait avoir envie d'envoyer des tanks d'un endroit à un autre, ce genre de choses. Donc la planif, ils avaient très très envie que ça marche. Cette planif, en fait, elle se fait très très bien en logique, on va le voir. Donc dans les années 60 déjà, il y a Stanford, une petite université qui fera parler d'elle plein de fois, qui s'est dit on va essayer de faire une façon de résoudre ce type de problème, et ils ont fait un planificateur qui s'appelle Strips. Et comment ça marche? On a un bras robot, et en fait, ok, vous allez oublier les angles, les trucs compliqués de comment le robot se déplace, on s'en fiche pour l'instant. Dites-vous juste, regardez les cubes, et dites-vous, si je veux faire une espèce de formule qui me dit l'état du monde en fonction de où sont les cubes, si j'ai une espèce de petite fonction qui me dit si j'écris sur rouge table, ça veut dire rouge est sur la table. C'est quasiment du français. Donc pouf, je mets ça, j'ai cette formule-là qui me dit l'état du monde contient le fait que le cube rouge est sur la table. Puis, il contient aussi le fait que bleu est sur la table. Vous voyez, ça s'écrit avec deux formules. C'est très facile à représenter pour un ordinateur. Et moi, je voudrais arriver à un état du monde où le cube bleu va arriver sur la table. Donc, l'état qui est représenté sur la figure, là, c'est un état où j'ai retiré le fait que bleu était sur la table, parce qu'il n'est plus sur la table. Pourquoi il n'est plus sur la table? Parce qu'il est tenu par la pince du robot. Donc, vous voyez, cette situation qui est là au milieu, c'est représenté par les deux formules logiques qui sont là. J'ai viré celle qui était plus vraie, et j'ai rajouté que c'était tenu. Puis quand le robot va réussir à poser le cube, on va rajouter le fait que maintenant bleu est sur rouge, et rouge est sur la table. Donc vous voyez, en termes de représenter l'information, c'est facile, et l'ordinateur peut faire ça. Alors après, vous allez dire, oui, mais les angles, machin, oui. Ça, c'est un autre problème. Mais qui est moins compliqué à résoudre que celui-là, paradoxalement. L'ordinateur, ce qu'il va avoir, c'est cet état du début, là, sur rouge table, sur bleu table. On a envie qu'il arrive à sur bleu rouge, sur rouge table. Et en fait, on va lui donner deux opérateurs qu'il peut utiliser pour arriver à ça. Alors, il a un opérateur qui lui permet de prendre quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il prend, donc je lui mets X. Et il doit faire des petites vérifications. Alors, pour prendre un X, qui va être un cube, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose sur le cube. C'est ce qui est avec le petit symbole là, c'est s'il y a quelque chose sur le cube, tu ne peux pas le prendre. Et si tu es déjà en train de tenir un cube, tu ne vas pas pouvoir en prendre un autre. Donc, c'est vraiment une règle simple, donc ça veut dire qu'il faudra qu'il aille déposer son cube, en prendre un autre. Et si ça marche, on va ajouter le fait que tu l'as pris, donc il est dans ta main, donc tu tiens. Et comme le cube X il est tenu, il est plus sur l'endroit sur lequel il était. Et puis il y a un opérateur posé qui fait l'inverse. Pour poser mon X quelque part, donc je veux le poser sur Y, il ne faut pas qu'il y ait déjà quelque chose sur Y, sinon je ne peux pas poser. Et il faut que je tienne X. Et ça rajoute le fait que X est sur Y, et ça retire le fait que je tenais X. Donc vous voyez,
c'est un peu formel, c'est peut-être pas hyper drôle, peut-être j'ai été un peu vite sur certains points, mais vous voyez que ça prend moins d'un slide d'écrire ça. Et là où c'est magique, hein, c'est que là, du coup, je sais que ce qu'il faut faire, c'est prendre bleu, puis ensuite poser bleu sur rouge. Vous allez me dire, ouais, enfin, là encore, Skynet est très très loin, hein, parce que là, j'ai fait que poser un cube bleu sur un rouge, puis le problème a l'air facile. Le problème est facile. Ok, je vous en donne un autre. Maintenant, j'ai 3 cubes. Donc le dernier, c'est vert. Et je voudrais les poser comme ça. Et est-ce que c'est facile à faire ou pas? Bien sûr, si je vous pose la question, vous, c'est bon, vous savez déjà le faire. Enfin, on va dire pour 99% d'entre vous. Mais l'ordi, il est très très ennuyé là. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va rentrer dans les trucs qu'adorent les informaticiens. Techniquement, alors je vais vous suivre le truc comme ça. Il a 3 choix. Prendre le rouge, prendre le vert, prendre le bleu. Il n'a pas la moindre idée de quel est le bon choix. Et il ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qui diffère entre le bleu, le rouge, le vert? Vous allez me dire, monsieur, voyons, le rouge, il est en bas. Oui, le rouge, il est en bas, mais nous, on le sait, mais lui, il ne le sait pas. Enfin, il a bien cette info, c'est plus proche de la solution finale, mais est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Il ne peut pas savoir. Donc en fait, sur les 3 solutions de départ, il y en a 2 qui sont cons. Donc il ne sait pas. Mais s'il prend le vert, une fois qu'il a appris le vert, hein, il a plusieurs endroits, il pourrait aller le poser sur le bleu, ce qui ne serait pas ce qu'on veut, ou il peut le poser sur le rouge. Donc il a 2 solutions. Et ainsi de suite. Et vous voyez, nous, c'est des problèmes qui n'en sont pas pour nous. Mais pour l'ordinateur, il va falloir essayer soit il faut explorer toutes les possibilités en simulation, soit il va falloir essayer de l'aider en lui disant essaie de te rapprocher de l'état but, donc il faut calculer une espèce de différence, c'est pas simple. Et là, en fait, on fait ce qu'on appelle l'exploration d'un espace d'état. Vous voyez, il y a plein d'états possibles du monde, et on essaie de trouver comment arriver de l'état de départ à notre état but en choisissant les bonnes solutions. Et cet espace d'état, il est gros. Quand je dis gros, en général, ça veut dire que ça va être une exponentielle. Parce que, vous voyez, si je fais 3, pour chacun des 3, j'en ai entre 3 et 2, donc ça fait 3 fois 3, 3 fois 2. Si c'est 3 fois 2, ce sera plus agréable, mais... Donc c'est embêtant. Alors vous allez me dire, ouais, ok, alors empiler des cubes, c'est le truc pour les enfants de 2-3 ans. Peut-être c'est ça qu'a fait l'IA symbolique? Non. Ça, c'était un exemple. Mais en fait, ces espaces d'état, et ça a été le gros truc de l'IA symbolique, enfin un des gros trucs, ça a été de trouver comment modéliser plein de problèmes avec ces espaces d'état et ensuite faire des algos qui savent se promener dans les espaces d'état. Et la navigation, l'algorithme STAR, si j'ose m'exprimer ainsi, de la navigation, c'est A étoile, qui en anglais se dit A star. Et c'est un algo qui justement est capable, lui, son problème, c'est de naviguer dans un espace et de trouver le plus court chemin entre un point et un autre point. Donc ici, vous avez un GIF animé qui vous vient de Wikipédia, où il doit partir du haut gauche et il doit arriver au bas droite, et il trouve le chemin le plus court, qui est en bleu. Mais vous voyez, en rouge, c'est ce qu'il a vu. En vert, c'est ce qu'il se dit qu'il faudrait qu'il regarde. Et en bleu, à chaque fois, c'est là où il est content. Il pense que c'est le plus court chemin. Sauf que, vous voyez que ça change régulièrement parce que, comme le chemin, c'est un peu le bazar, à chaque fois, il faut qu'il change d'avis. Et ça, c'est ce qui fait marcher. Alors, des versions, des lointains descendants de celui-là, mais c'est ce qui fait marcher votre Google Maps. Et si vous regardez votre Google Maps, vous voyez que si je pars de la gare de Rennes pour venir ici, vous voyez que j'ai plein de choix. Alors, grâce au sens interdit, merci la mairie, ça rend les choses un peu plus compliquées. Enfin, moi, ça me simplifie la vie en tant qu'algo. Mais il y a tout un tas d'endroits. Par exemple, si j'arrive là-haut, là, j'ai 3 chemins. Comment je sais que je vais aller au bon endroit? Il va falloir faire plusieurs essais, et ainsi de suite, pour arriver au bon endroit. Et vous remarquerez que votre Google Maps est très très rapide pour faire ça. Donc, l'IA symbolique,
vous pouvez vous rappeler déjà de celui-là. Elle vous a fourni votre navigation sur votre téléphone. Donc elle n'est pas... Voilà. Elle a des applications de notre vie de tous les jours. Alors, elle a les jeux aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous jouez à un jeu, alors pas n'importe quel jeu, hein, mais typiquement des jeux comme le morpion ici, mais les dames, les échecs, il y a des états. En fait, la grille du jeu, à chaque fois, c'est un état. Et l'idée, ça va être de modéliser ces états et de faire des passages d'un état à l'autre. Donc, vous l'avez là-haut. En haut, vous avez une grille de morpion vide. Si je vous laisse commencer, si vous êtes bleu, je vous laisse commencer. Vous avez 9 possibilités. Alors, comme il y a des symétries et tout, on ne va pas faire toutes les versions. Là, on n'en a mis que 3. Puis, votre adversaire, il a 8 réponses qu'il peut vous proposer à chaque fois. Donc, à chaque fois, on modélise ça. Il faut qu'on réussisse à calculer la valeur d'une situation. Et il y a des algos. Donc, min-max d'abord. Et puis, il a été amélioré un algo qui s'appelle alpha-beta, qui sont capables de naviguer dans cet espace qui est monstrueusement grand. Mais ils y arrivent. Et ça, vous êtes peut-être un petit peu jeune, mais en 96, alpha-beta, avec 2-3 petits trucs en plus et un super ordinateur de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de votre téléphone, une machine est devenue championne du monde d'échecs. Et à l'époque, ça a impressionné tout le monde, ça nous a tous... voilà, vous imaginez, la presse était déjà en train d'imaginer une catastrophe, voilà, comme d'habitude. Mais c'était un algo aussi bête que celui-là, qui était incapable de faire autre chose que des échecs, qui a fait ça. Jusqu'à quand? Parce que comme on a... 15h30, ce serait bien que dans la lumière... Je suis presque dans les temps, alors. Je fais juste 2 fois plus qu'il faut. Tout va bien. On ne sera pas là ce soir. Donc... Alors, je ne vous parlerai pas du Go, non pas parce que j'ai pas le temps, mais parce qu'en fait, c'est un mix, donc je ne peux pas vous en parler ici. Alors, on a fait la navigation dans les espaces d'état, mais je peux vous montrer autre chose, quelque chose que vous utilisez aussi tous les jours sans forcément vous en rendre compte. Bon. Pas totalement... Ce que je vais vous dire là est plus totalement vrai aujourd'hui. Enfin, ça l'est, mais... Il y a un moment, avant que les LLM arrivent, avant que ChatGPT soit publiquement mis... le web, c'était vraiment pas top. Pour nous, c'était bien, mais pour les machines, c'était la catastrophe. Parce que c'était des trucs qui étaient écrits en langage humain. Le langage humain, c'est nul. On n'y comprend rien, c'est ambigu, c'est pas précis, inutilisable. Et donc, des gens qui aimaient bien les approches symboliques s'étaient dit, la machine, elle peut pas utiliser le texte comme ça du web. Donc, on va l'aider, on va faire un truc qui s'appelle le web sémantique, où on va essayer d'organiser les informations plutôt sous une forme de grand graphe. Là, je vous en fais une version hyper simple. Un grand graphe où on va avoir des concepts qui seront les nœuds et des relations entre les concepts qui seront les liens. Donc vous voyez par exemple, si j'ai un concept musée d'Orsay, alors il a plein de choses, mais il est dans Paris, qui est un autre concept. Paris lui-même est dans France, qui est un autre concept. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à écrire ça. Mais je peux lancer un algo de déduction automatique. Alors là, c'est vraiment la déduction ras des pâquerettes. Si le musée d'Orsay est dans Paris et que Paris est dans la France, alors je peux déduire que le musée d'Orsay est en France. C'est une déduction hyper simple. Il y en a des plus compliquées que vous pouvez faire, mais au moins on peut faire ça. J'ai utilisé quasiment aucune règle, j'ai quasiment rien utilisé, mais gratuitement, j'ai acquis une information sur le musée d'Orsay que j'avais pas avant. Et en fait, si vous regardez, alors c'est peut-être pas très visible, mais si vous prenez votre Google préféré, et que vous lui posez une question sur certaines informations qu'il a, qui sont bien renseignées, alors souvent il va chercher les infos dans Wikipédia, si vous demandez musée d'Orsay à Google, vous tapez juste musée d'Orsay, vous allez voir qu'il y a une petite boîte qui va s'écrire à côté,
c'est la semantic search de Google, et il va vous donner justement certaines des propriétés du musée d'Orsay. Il va vous dire il a été créé en 86 à Paris, vous pourrez cliquer sur Paris. Il va vous dire, alors on s'en fiche, il va vous donner son adresse, ses architectes, et vous voyez, il a plein d'informations sur lesquelles il peut faire un petit peu de raisonnement. Il n'en fait pas beaucoup, mais là, c'est les informations qui sont un peu propres qu'il a sous ce format-là. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle ce qu'on voit là, c'est une version très simple, mais c'est un graphe de connaissances. Et ça va permettre d'organiser un petit peu les informations et de faire une interrogation un petit peu plus poussée, et où normalement, il y a moins de chances qu'il y ait d'erreurs, parce que ça ne vient pas d'un langage ambigu, mais ça vient d'un graphe de connaissances qui a été vérifié. Alors, donc, les approches symboliques, on voit que elles donnent, leur force, en fait, c'est de donner des informations plutôt exactes. C'est exact, et du coup, on peut faire un peu confiance à ce qu'elles font. Il y a un formalisme mathématique rigoureux qui permet de faire des déductions en lesquelles on aura confiance. Donc tout ça, c'est top. Ça peut même être rapide en calcul, donc pas consommer trop d'énergie sur certains problèmes. Bien sûr, si ces approches ne dominent pas aujourd'hui, c'est pas un hasard. On a très confiance, mais il faut travailler. Vous avez vu, tout ce que je vous ai montré, il y avait des humains qui ont dû faire l'espèce de graphe pour Google, alors avec un peu d'aide de machine, mais bon. Il y a des humains qui doivent imaginer qu'est-ce que c'est que les États. Donc à chaque fois, en fait, ça fait beaucoup travailler les humains, ce qu'on n'aime pas trop faire. Donc en fait, il y a un problème, c'est qu'elles sont lourdes en travail humain, et puis elles sont pas hyper flexibles. Genre, quand c'est le musée d'Orsay, c'est le musée d'Orsay. On va pas faire s'il y a des petites fautes d'orthographe, des variantes, ça marchera plus. Si on donne une latitude, longitude, ça va être celle-là, et pas un tout petit peu à droite, pas un petit peu à gauche. Donc la résistance au bruit, c'est pas leur truc. Et ça a posé des soucis, parce que le monde, malheureusement, est bruité. Et c'est là que d'autres approches, pas forcément pour les mêmes problèmes, ont pu monter. C'est les approches dites machine learning et après deep learning, qui est une sous-version du machine learning, mais qui a pris beaucoup de lumière. Alors, on change je reviens sur mon modèle mathématique. Cette fois, on dégage l'espace discret. Ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver une fonction paramétrée, donc une fonction qui a des paramètres, qui permet de connecter des entrées et des sorties. Les entrées-sorties, elles peuvent être numériques, symboliques, on s'en fiche. Mais ce qu'il faut, c'est que la fonction fonctionne dans un espace continu, mais vous connaissez les espaces continus, c'est typiquement Rn, donc si on est en 3 dimensions, c'est juste l'espace, un volume en 3 dimensions, et je peux bouger les x, les y, les z. Et ça va être mes paramètres. Et du coup, on lui donne des entrées, on lui montre les sorties qu'on voudrait pour ces entrées, et le travail, ça va être d'essayer d'ajuster les paramètres de la fonction pour qu'elle soit capable de faire correspondre les entrées qu'on lui a données aux sorties. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, et quand on a réussi à faire ça, on est très content, parce que quand on va lui donner des entrées pour lesquelles on ne connaît pas la sortie, si on a confiance dans l'apprentissage, elle va pouvoir nous prédire la sortie, alors que personne ne la connaissait. Donc c'est génial. Je vous ferai remarquer que avant, le raisonnement, c'était de la déduction logique, donc un truc très mécanique et rien d'impressionnant. Ici, raisonner, c'est appliquer une fonction mathématique, donc c'est encore moins impressionnant. C'est ça, l'intelligence artificielle. Je suis désolé si c'est décevant, mais... Alors justement, on va faire du raisonnement mathématique sur un vrai problème de notre temps, surtout pour vous actuellement. Prédire le prix de votre loyer. Alors, je prends des appartements. Là, j'ai leur surface. On va commencer par prendre la surface, et puis j'ai le loyer. Et puis, je mets les points. Et, en fait, c'est pas rigolo, là. Parce que là, j'ai mis un certain nombre de surfaces, mais imaginez que vous arriviez avec un appartement qui a une surface que je connais pas, alors ici, là, et je veux pouvoir prédire le prix. Je veux dire, bon, allez, ça a une bonne forme de fonction affine, y
égale, donc loyer égale A fois surface plus B, un truc que vous avez tous appris en collège, terminale. J'ai juste à trouver A et B, et c'est bon. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste trouver A et B. On va pas le faire. Mais je fais ça. Là, vous voyez que une droite a été trouvée. C'est pas top. Il y a plein de points qui passent à côté. Mais bon, ça fait le job. Donc en fait, je suis capable de vous prédire votre loyer si vous me donnez la surface de votre appartement. Alors, je suis pas très bon avec ça. On va dire que j'ai 15% d'erreur. Allez, on peut vivre avec 15% d'erreur. Enfin, vous me dites, ouais, ça dépendra de combien vous êtes payé et ce qui restera après. Mais vous pouvez vous dire, oh là là, c'est pas bien 15% d'erreur. Sauf que la fonction, je lui ai rien dit. Je lui ai juste donné une surface. J'ai le droit de lui donner des paramètres en plus. Vous pourrez me dire, en fait, suivant l'endroit où vous êtes à Rennes, peut-être votre loyer va pas être le même pour une surface égale. Donc peut-être qu'il faudrait que je rajoute une variable, on appelle ça souvent des features, pour qu'il calcule votre loyer en fonction et de la surface et de la localisation. Alors comme ça fait des courbes en 3D et que c'est fastidieux à faire sous PowerPoint, je ne l'ai pas fait, mais vous imaginez. Je pourrais même rajouter la classe énergétique, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Ou je pourrais rajouter une autre feature qui est hyper importante, la couleur de la sonnette. Parce que peut-être que la couleur de la sonnette a un impact sur le prix du loyer. Donc, je peux recalculer l'erreur et peut-être que prendre la localisation en compte, c'était bien. Peut-être que prendre la localisation et la classe énergétique, c'était encore mieux. Je suis tombé à 8% d'erreur. Et par contre, la couleur de la sonnette, c'était une mauvaise idée puisque j'ai monté mon erreur. Vous voyez que là, mais ce que je vous ai introduit, c'est j'ai essayé de rajouter des informations à ma fonction, mais c'est juste une fonction bébête, qui va faire des calculs comme ce qu'on voit là-bas, mais je rajoute des variables différentes. Et c'est important d'avoir une petite métrique pour me dire à quel point elle est bête ou pas. Et elle se trompe. Alors, il y a plein de choses amusantes qui peuvent se passer. Là, par exemple, on pourrait dire que je suis en train de underfitter. C'est pas un gros mot. Ça veut juste dire que, c'est pas top mon modèle. Il est assez loin des données. Bon, il n'est pas catastrophique. C'est pour ça que j'ai mis plutôt underfit, mais peut mieux faire. Mais bon, ça passe. Si jamais je disais, non, mais une fonction linéaire, c'est nul. Je vais faire un polynôme de degré 5 et je vais faire attention, je vais réduire l'erreur à 0. Erreur que je calcule sur les points que j'ai. Je vais peut-être réussir à faire ce magnifique polynôme qui aura une erreur de 0. Donc là, c'est super parce que vous vous dites, c'est bon, si je rends le modèle qui a la plus petite erreur, j'ai gagné. Échec. Il a une erreur de 0, mais si je lui mets une nouvelle donnée, il y a peu de chances qu'elle suive ce polynôme. Donc en fait, on aura overfité, ça veut dire qu'on aura appris par cœur, mais quand on vous pose une nouvelle question, vous êtes mort. Donc, pas bon. Puis alors ça, c'est ma petite préférée. J'ai pris la couleur de la sonnette. Peut-être que des fois, la couleur de la sonnette, c'est une bonne variable à regarder dans des mondes imaginaires. Et peut-être que sur les données d'entraînement, en fait, ça marche et elle est assez bonne pour aider à prédire l'autre prix. Mais en fait, c'est complètement con. Et on se fait avoir par ce qu'on appelle une spurious correlation, donc une corrélation qui est là accidentellement, et qui fait que votre prix et votre couleur de sonnette peuvent aller bien ensemble, mais c'est de la chance ou de la malchance, comme vous voulez, et ça ne marchera pas sur d'autres données. Vous avez un site entier sur les corrélations fortuites comme celle-là. Là, je vous ai mis le nombre de films avec Nicolas Cage, qui est très bien corrélé avec le nombre de personnes qui font de la sécurité du transport dans le Nord Dakota. Les deux courbes sont très 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 bien alignées ensemble. Et ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc faites gaffe, c'est pas parce que des choses ont l'air de bien aller ensemble sur les courbes qu'elles doivent le faire. Aïe 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 aïe, je suis trop lent. Mais ça vous le saviez. Donc, comment on va faire? Je vais aller un tout petit peu plus vite, parce qu'il y a encore plein de trucs que j'ai envie de vous raconter. Donc, ce qu'on a fait là, ce que je vous ai montré, c'est une tâche de régression. Je vais être un peu injuste avec les algos d'apprentissage, je vais les squeezer alors que j'ai pris du temps sur les algos symboliques. Ça se résout avec des algos, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, si vous devez juste aller en regarder un, rappelez-vous de l'assaut, comme un lasso.
c'est un algo qui va être bon pour aller chercher comment mettre les coefficients et comment dégager les variables qui servent à rien. Je ne vous en raconterai pas plus, mais vos profs d'IA préférés vous en parleront. Donc là, je voulais prédire une valeur, mais je peux peut-être juste vouloir prédire une classe. Alors le truc que les gens préfèrent, vous êtes encore un peu jeune pour ça, mais le jour où vous achèterez votre appart, ce ne sera plus une histoire de loyer, vous demanderez un prêt. Et on vous le donnera ou on ne vous le donnera pas. Et si un algo d'IA aide le banquier, ben cet algo, il doit prédire, vous allez donner toutes vos informations, et il doit prédire est-ce que vous allez rembourser votre prêt ou est-ce que vous n'allez pas le rembourser. Et c'est pareil, il a des données, il sait quels sont les gens qui ont remboursé le prêt, c'est les gens en vert, et il sait quels sont les gens qui ne l'ont pas remboursé, c'est les gens en rouge. Et lui, son travail, ça va être d'essayer de trouver une fonction qui sépare les gens en vert, les gentils qui ont remboursé leur prêt, et les gens en rouge, ceux qui ne vont pas rembourser la banque, et ça va être très très vilain. Alors là, je vous ai fait une droite, mais on peut trouver plein de formes, plus ou moins tordues. Ici, je vous ai mis vraiment les trucs les plus simples. Et donc, les algos de classification dont on parle beaucoup, à la base, leur seul travail, c'est de trouver une droite qui sépare le vert du rouge. Sauf que le vert et le rouge sont un peu plus compliqués que là. Je vous montre juste, il y a des milliards d'algos qui savent faire ça très très bien. Vous voyez que par exemple, si vous regardez au milieu en haut SVM, là, vous voyez une espèce de surface dans un espace en 3D. Donc là, on commence déjà à être dans un truc un peu compliqué. Et tous qui sont là, ils sont capables de vous faire ce genre de choses et de distinguer des différences un petit peu subtiles en essayant de ne pas prendre en compte trop les variables qui ne sont pas utiles. Mais donc, le message, c'est juste, on a juste à trouver une fonction. Donc avant, on avait la fonction de régression. Là, c'est la fonction qui sépare nos exemples. À chaque fois, on cherche une fonction. Alors, je ne vais pas résister au plaisir de vous parler un tout petit peu des réseaux de neurones parce qu'il y a une histoire marrante sur les réseaux de neurones. Donc là, les réseaux de neurones, c'est les plus vieux de ce que je vais vous montrer puisque c'est 43. L'IA n'existait pas. Mais des gens se posaient déjà la question de comment faire un réseau de neurones. Et donc, la biologie vue par un mathématicien à l'époque, c'était ça. Donc un neurone, c'est une fonction qui prend un certain nombre d'entrées, donc c'est des valeurs numériques, mettons, et qui va faire une somme pondérée. On va pondérer, on va mettre des espèces de petits poils à les W. Peut-être telle entrée est vachement importante, telle autre n'est pas importante, vous voyez, on règle. Et puis, ça nous fait une valeur. On a dit une fonction qui s'appelle d'activation qui dit certaines valeurs je les laisse passer et d'autres je les laisse pas passer. Mais on ne fait pas ça au hasard, c'est une fonction qui décide. Et ça fait un neurone. Très bien. Et en fait, quand on en met plein en les connectant ensemble, c'est-à-dire que les sorties des uns sont les entrées des autres, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses amusantes. C'est là qu'arrive l'histoire. Dans les années 90, des gens un peu matheux ont montré que ces réseaux de neurones pouvaient approximer n'importe quelle fonction continue. C'est le théorème d'approximation universelle. Super. Sauf que, bien avant ça, dans les années 60, 70, d'autres gens, qui étaient parmi les pionniers de l'IA, avaient dit « Non mais c'est pourri les réseaux de neurones ». Les premiers, donc qui s'appelait le perceptron, il n'est pas capable d'apprendre la fonction XOR. Comme il ne peut pas apprendre la fonction XOR, c'est mal. Et comme c'était des gens très 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 célèbres qui ont dit ça, ils ont tué la recherche sur les réseaux de neurones pour cet argument-là. Et en fait, ça l'a tué pour longtemps. Et donc, c'était pas une bonne solution. Donc vous avez des gens en recherche qui ont tué une solution. Ce qui est drôle, c'est que dans les années 80, il y a quand même des gens qui se sont acharnés sur cette solution qui était, entre guillemets, pourrie. Et puis ils se sont rendus compte, on pourrait améliorer la façon dont on apprend les petits poids là dans les neurones. Ils ont fait des trucs qui s'appelaient la backpropagation. Puis en fait, en améliorant ça, ça leur permettait de mettre un peu plus de neurones. Il y en a d'autres qui ont rajouté 2-3 trucs de magie pour que l'apprentissage soit plus stable. Et puis, en 2010, on n'était quand même plus dans les années 60, on avait des GPU, donc on a commencé à pouvoir faire des calculs massifs sur des très très gros réseaux de neurones. Et là, en fait, grâce au fait qu'ils peuvent apprendre n'importe quelle fonction, ils se sont mis à tout écraser. Et en 2012, on a commencé à avoir des solutions sur les images en particulier qui étaient
très 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 loin au-dessus du reste. Et donc cette solution qui avait été démontée dans les années 60, fin des années 60, en fait c'est celle qui maintenant est universelle, on va dire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est intéressant de voir comment on peut se tromper dans le monde de la recherche et on peut fermer des portes ou vouloir fermer des portes à tort. Et là, ça a quand même été une grosse erreur qui a été faite dans les années 60. Elle a été rattrapée largement. Alors, donc, la petite discussion, c'est que là maintenant, on a des approches qui sont robustes, qui résistent bien au bruit. Alors, ça ne résout pas les mêmes problèmes, puisque ça va plutôt être des problèmes où on veut faire de la prédiction. On pourrait se dire que c'est cool parce que les humains n'ont qu'à donner des exemples, et souvent ça c'est vrai. Mais ces exemples, des fois, il faut en donner plein. Surtout si vous avez des fonctions qui ont plein de paramètres, il faut tous les régler. Vous vous doutez que pour régler plein de paramètres, il faut voir plein de cas. Et du coup, ça peut vouloir dire plein d'exemples. Et ça, c'est pas toujours amusant. Et aussi, quand vous avez une fonction qui a 1 million de paramètres, et c'est ça ce qu'est un réseau de neurones moderne, c'est pas hyper facile de comprendre, parce que oui, bien sûr, ça fait des sommes pondérées et tout, mais il y en a 1 million des sommes pondérées, c'est pas top. Donc on comprend pas ce qu'elles font en pratique. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que si votre prêt, je vous dis, vous l'avez pas, pourquoi? Voilà le million de poids qui dit pourquoi vous l'avez pas. Ça va peut-être pas vous convaincre. L'IA générative en si peu de temps, comment je vais faire? Je vais un petit peu tricher. Je vais sauter tout un tas de slides sur l'IA générative. C'est pas grave, c'est le truc le moins important. Alors, l'IA générative. Merci, c'est ce que j'attendais. Non, je vais essayer de pas vous faire trop de minutes. Mais ok, on garde le fait que ça apprend des fonctions, mais en fait, ça va aller encore un peu plus loin. Maintenant, le job, ça va plus tellement. Le but d'une IA générative, c'est d'essayer de fabriquer des contenus plausibles. Alors plausibles pour nous, sur un certain domaine. Donc des images, du texte, whatever. Et en fait, pour faire ces contenus plausibles, il faut qu'il apprenne une distribution. Vous voyez, on va un peu dans le monde des stats. Et ça se comprend peut-être bien sur l'exemple. En bleu, vous avez toutes les séquences de mots. Donc je prends par exemple l'anglais, je fais toutes les séquences de mots possibles dans l'anglais, je les fais au hasard, un singe tape sur un clavier. Et puis, dans toutes ces séquences de mots, il y a tous les textes que vous avez lus et tous les textes que vous lirez dans votre vie font partie de cet espace bleu. Un certain nombre, ceux que je peux, je les donne à la machine pour qu'elle s'entraîne. Donc c'est l'espace... Non, c'est les verts, c'est les points verts. Et je lui dis, bon écoute, moi je peux pas tout savoir, mais je te donne tous les points verts qui sont tous les textes que j'ai trouvés. Wikipédia, plein de textes sur Internet, des trucs importants comme ce qu'il y a écrit sur Reddit ou sur Twitter, et je sais CX. Et toi tu te débrouilles pour me faire des choses qui ressemblent. Et lui il fait des textes et du coup la machine va apprendre à faire des trucs plausibles, c'est-à-dire qu'ils vivent à peu près dans le même espace que les verts. Il va faire des nouveaux textes qui sont les rouges. Bon, puis des fois, ça va sortir un petit peu de l'espace qu'on aurait bien aimé qu'il fasse. Donc des fois, il va dire des petites bêtises. Bon, il en dit de moins en moins. Ou on se fait avoir de plus en plus facilement. Donc là, maintenant, c'est un peu des distributions qu'on apprend. Alors, je saute. On va sauter toutes les images comme ça, on va gagner un peu de temps. ChatGPT, en fait, à la base, il est basé sur une architecture qui s'appelle le transformer. Et cette architecture, son travail, c'est elle prend une séquence en entrée, une séquence de symboles. Donc là, les symboles, ça va être des caractères, des mots. On peut voir un peu ça comme on veut. Et elle doit cracher une séquence en sortie. Vous, quand vous lui tapez votre message, vous tapez une séquence de caractères, qui est votre message. Il vous répond. Ça a l'air très sympa, mais c'est juste une séquence de caractères aussi. Et donc, il apprend à faire ça, c'est pratique, parce qu'on peut s'en servir pour faire de la traduction, pour finir une phrase, ou pour essayer de faire semblant de répondre à une question de façon sympathique. Alors, je vais vous sauter tout ce qui se passe au milieu, mais on va juste faire le début et la fin. Il y a de la magie entre les deux. Mais
l'idée, c'est, par exemple, si je commence une phrase avec le chat, virgule, qui s'appelle Frodon, virgule, est sur, et lui, on lui dit, complète ça, s'il te plaît. En fait, il a tout un tas de mots qu'il peut choisir pour compléter. Et on pourrait faire des stats, on pourrait faire une approche stat bateau et dire, voilà les mots que j'ai devant. Statistiquement, qu'est-ce que tu vois souvent après ces mots-là? Si je faisais des stats bébêtes. Sauf qu'en fait, ici, il y a un piège. J'ai donné un nom pas top à mon chat, je l'ai appelé Frodon. Et Frodon, vous savez que si vous cherchez, si je fais des stats sur Frodon, souvent je vais voir apparaître Sam ou Anno. Et donc, si je faisais vraiment des stats bébêtes de texte, le chat pourrait se retrouver sur Sam. Parce que Sam apparaît très très souvent après Frodon, ou pas très loin derrière Frodon, ou le chat est sur l'anneau. Donc si j'avais juste une approche un petit peu bête de proba sur quand tu vois ces mots, qu'est-ce que tu mets derrière, ce serait l'échec. Là où l'approche ici a été un peu plus maligne, elle utilise des probas aussi, mais elle essaie de ne pas se faire avoir en essayant de se dire quand je regarde mon mot là, qu'est-ce qu'il faut que je regarde en plus? Quelle est la partie importante de la phrase? Et donc il utilise un truc qui s'appelle l'attention, qui lui dit c'est quoi la zone à regarder. En fait, il apprend où est-ce qu'il faut regarder. Et vous voyez, mon Who is named Frodo, je l'ai mis entre virgules, ce qui veut dire on n'en a rien à faire. Et du coup, quand on voit is on, il se dit ouais, non, en fait, c'est le chat que je dois regarder. Et du coup, il oublie la partie Frodon en utilisant cette mécanique d'attention. Et il va essayer de faire des probas plutôt sur les trucs sur lesquels un chat peut se retrouver. Ça pourrait être un matelas, le floor, il peut être sur la télé. Alors, avec les télés modernes, ça va être compliqué. Un chapeau. Et du coup, il va choisir là-dedans. C'est une version un peu brutale, mais c'est comme ça que ça va marcher. Et donc, quand on lui donne beaucoup de données pour l'aider à fabriquer ses stacks, qu'on utilise cette mécanique qui va essayer d'apprendre à bien regarder les zones de la phrase qu'il faut regarder pour prédire la suite, et qu'on met des humains sous-payés pour lui donner des claques quand il dit des choses qui ne sont pas ce qu'on attendrait, on obtient ChatGPT qui va vous faire des réponses qui suivent la politique de la compagnie OpenAI, donc tout va bien. Je saute. Et on va aller sur la discussion. Alors, il y a des tonnes de choses à raconter, mais j'ai plus le temps, donc on va faire la version simple. Alors, on pourrait se poser des questions sur... je vais plutôt vous parler de l'IA générative, là. On pourrait se poser des questions sur les données d'entraînement. Parce que il a fallu que ces fameux... Pour l'entraîner, lui, par exemple, ChatGPT, il a dû voir beaucoup de textes. Est-ce que tous ces textes, il a bien payé le droit de les lire? Vous devez payer pour aller lire votre journal favori. Est-ce qu'il a bien payé? On ne sait pas. Le pire, c'est avec les artistes. Les artistes, ils sont obligés de mettre leurs images en ligne pour qu'on les voit et que ça leur fasse un peu de visibilité. Et après, des gens vont peut-être leur acheter leur tableau ou leur faire des commandes pour faire de l'art dans le style qu'ils ont mis. Sauf que maintenant, les machines qui font la même chose que ChatGPT mais avec des images, elles mangent toutes les images de l'artiste, elles apprennent le style en 2 secondes, et après, elles font des images comme l'artiste. Donc, elles n'ont pas payé les images de l'artiste, et après, elles sont capables de faire des images dans le style de l'artiste. Alors, vous allez me dire, pour Van Gogh, on s'en fiche, il est mort, mais pour les autres, c'est moins cool. Donc voilà, il y a un vrai problème, on a un modèle de copyright qui ne marche pas, et les artistes ne sont pas du tout contents actuellement avec ce système. On a la consommation d'énergie. Alors là, c'est la tarte à la crème, la consommation d'énergie, parce que entraîner ces modèles avec plein de paramètres, ça coûte cher. Il faut en plus plein de GPU, donc des cartes qui elles-mêmes sont faites avec des matières rares. C'est tellement stratégique que, par exemple, ces GPU qui permettent de calculer les modèles d'IA, vous avez actuellement toute une espèce de guerre amusante entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ne permettant pas à la Chine d'accéder aux meilleurs GPU qui sont faits à Taïwan, donc un petit peu sensible, parce que c'est ça le nerf de faire les meilleurs modèles actuellement.
Tout ça, ça coûte de l'électricité. L'entraînement coûte cher, l'inférence coûte cher. Mais on a plein de calculs qui sont pas très très clean, je trouve, là-dessus. Parce que, ok, si on dit, oh là là, mais ça coûte très très cher de faire un modèle. Oui. Mais il y a personne qui vous dit ce que rapporte le modèle. Et c'est très très difficile, en fait, comment vous allez estimer l'utilité d'un modèle. Moi aussi, je peux vous montrer la carte de Rennes et vous dire, putain, il y a une surface qui sert à rien, là. Ça s'appelle l'université. La gare. En fait, toutes ces surfaces, elles ont une utilité qui n'est pas facile à estimer, et c'est encore pire sur l'utilité de ces modèles. Après, ça coûte de l'électricité. C'est embêtant, et surtout, c'est embêtant si l'électricité, c'est quelque chose que vous n'avez pas en grande quantité. Je lisais il n'y a pas longtemps qu'actuellement, les Chinois ils font un truc malin. Pendant que les États-Unis sont en train de rogner sur leur grille électrique, et du coup, c'est les acteurs privés qui doivent se payer des centrales nucléaires. Je ne sais plus dans quel état en Chine, ils ont mis 2 fois la capacité électrique dont ils ont besoin, avec beaucoup de renouvelables. Et le renouvelable, c'est pas top, parce que ça marche quand il fait beau, donc à midi, ou quand il y a du vent. Mais du coup, nous, on est embêtés en France avec le renouvelable, parce que des fois, on a trop d'électricité quand on n'a pas besoin. En fait, ça, c'est un problème pour nous, mais c'est une qualité pour les modèles d'IA. Parce que du coup, en Chine, quand ils ont trop de production électrique, c'est là qu'ils entraînent les modèles. Et si c'est de l'électrique renouvelable, qui de toute façon va être perdu, parce qu'on ne peut pas le stocker, et qu'on s'en sert à entraîner les modèles à ce moment-là, tout à coup, le problème n'est plus un problème, ça devient une solution. Donc il y a des solutions, mais c'est pas simple à trouver. XIA, je vais pas y arriver. Mais j'avais envie de vous parler, je peux pas ne pas vous parler d'AI 2027. Je sais pas, qui a entendu parler de AI 2027 ? Les autres, vous vivez sous un rocher. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Non, toi aussi, tu vis sous un rocher. Actuellement, peut-être tous les gens un petit peu tech qui s'intéressent à l'IA vont vous parler d'AI 2027. Vous allez en entendre parler cette année, je pense. J'espère pas longtemps. Donc, AI 2027, c'est un rapport qui a été sorti par des sommités mondiales. Donc, un ex-gars d'OpenAI et puis des gens du MIT. Et donc, s'ils sont du MIT, forcément, ils ont raison. Qui nous ont fait 2 sympathiques scénarios pour la course à l'IA actuelle. Dans un des scénarios, on est tous morts en 2030. 2030, hein. Ça, c'est le scénario qu'ils appellent rapide. Et dans l'autre scénario, on n'est pas mort, mais c'est parce que le modèle américain est gentil et le modèle chinois est méchant. Mais ils font un consensus. Bien sûr, je simplifie un tout petit peu, mais c'est l'idée, vous verrez. Et en fait, vous retrouvez, si vous tapez IA 2007, vous allez voir que les médias, une nouvelle fois, vont vous dire que voilà, c'est catastrophique, l'IA va tous nous tuer, l'IA va devenir plus maligne que nous, machin. Ok. Alors, si vous regardez ce rapport, il y a plein de trucs intéressants, parce qu'il parle de plusieurs concepts qui sont à savoir. Même si c'est de la science-fiction, il parle beaucoup d'alignement, c'est-à-dire les IA vont être biaisées, elles sont souvent entraînées pour elles essaient d'optimiser une fonction, toujours, hein, mais elles aiment bien optimiser une fonction qui nous fait plaisir, puisque comme on est les clients de compagnies qui payons pour ces IA, il faut nous faire plaisir. Et parfois, ce qui nous fait plaisir, c'est pas forcément aller dans la bonne direction générale. Et donc, c'est ce sur quoi se base ce rapport pour mettre des robots qui vont être de plus en plus désalignés, des robots comme ChatGPT, et qui vont partir en cacahuète. Il y a beaucoup de trucs un petit peu, vous avez peut-être vu ce même, où il y a une preuve mathématique et il y a une zone miraculeuse au milieu de la preuve. C'est un peu la même chose dans ce rapport. Et puisque leurs machines sont très très vite, très très malignes, et quand vous voyez ChatGPT, même aujourd'hui, vous dites, oula, c'est pas gagné quand même, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous vend de la peur de l'IA avec ça, et je ne peux pas vous dire si elle est justifiée ou pas, hein, mais on vous vend de la peur de l'IA. Et c'est intéressant de regarder qu'en bas, si vous regardez d'autres titres, il y a une autre peur, parce que ça, c'est pour nous faire peur à nous et c'est pour faire peur aux politiques. C'est bien de nous faire peur à nous et c'est bien de faire peur aux politiques, ou aux journalistes, pareil.
il y a d'autres gens qui ont peur d'autres choses. Actuellement, les compagnies tech d'IA engloutissent des milliards de dollars pour faire des modèles qui sont hyper bien. Et leur but, en fait, c'est de vendre des modèles qui vont remplacer des gens. Parce que économiquement, c'est sympa. Si au lieu de payer quelqu'un 1500 ou 2000 euros, vous payez un modèle 400 euros et qui fait la même chose, c'est top. Donc là, il y a plein de gens qui essaient de vous vendre ça. Sauf que le modèle à 400 euros qui remplace les gens, il n'a pas encore totalement réussi à tenir toutes ses promesses. Et au fur et à mesure, on a un risque divers, donc il appelle l'explosion de la bulle IA. Et ça embête un petit peu les gens qui mettent l'argent. Parce que si vous mettez des milliards de dollars et que vous n'avez rien à la fin, c'est triste. Et donc, on peut quand même se dire, tout ce qui va vous dire « Non, mais l'IA va devenir surpuissante, il faut avoir très très peur parce qu'elle va tous nous tuer », en fait, si elle devient surpuissante, c'est quand même qu'elle est très maligne. Donc que la bulle ne peut pas exploser. Si la bulle explose, c'est qu'en fait, les promesses d'une super IA vont peut-être pas être totalement tenues, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, moi, je vous préviens juste qu'il faut faire attention. Quand on vous fait peur avec de l'IA, il y a plein de choses qui se passent sous le capot. Moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe, mais j'inciterai à la prudence, parce que je pense que des rapports comme ceux-là, ils sont faits pour aider OpenAI, ou en tout cas, même si ce n'est pas fait exprès, ils aident OpenAI à dire oui, il faut nous donner de l'argent pour la sécurité. Et donc, pour conclure, si on essaie de revenir, on est reparti des années 50, l'IA c'est un domaine hyper jeune, puisque ça date que des années 50, et encore fin des années 50. Elle a fait des super progrès, puisqu'elle est quand même partie de quasiment rien, et elle a fait des progrès énormes, au point qu'on en soit à se poser toutes ces questions aujourd'hui. Et elle a fourni tout un tas d'outils de notre vie de tous les jours auxquels on pense plus du tout, mais qui nous facilitent la vie. Et je ne vous parle même pas de ChatGPT, je parle vraiment des trucs les plus basiques. Donc, elle a passé une nouvelle étape, là, ça c'est clair. Il y a des inquiétudes sur les progrès. Et moi, je voudrais finir avec une conclusion de bon sens, en fait. Je pense que le titre de cette semaine-là était peut-être pas si mal choisi que ça. Les usages responsables. Alors, on met plein de choses derrière responsables, mais peut-être... Il y a un truc pour les créateurs que vous serez peut-être un jour, qui est... il y a tout ce problème actuellement de... Est-ce que vous voulez vraiment utiliser l'IA pour faire des choses qui servent, des produits qui vont servir à des gens, ou juste pour être racheté par une compagnie qui va faire autre chose? Et, parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie qui est dépensée pour faire quoi? C'est peut-être un premier point de responsabilité. Remplacer les humains, très cool. Ils feront comme ça, on aura des machines qui font pas grève et tout, super. Mais moi, si on parle de remplacement, ok, il faut des métriques. Et il faut vraiment une évaluation de est-ce que ça remplace vraiment les humains, ou est-ce qu'en fait, on a fait un truc qui va remplacer sur un point, et puis en fait, on va avoir plein d'ennuis, parce que on va se rendre compte que mais les humains, c'était pas si mal, parce que ça faisait ça, que la solution actuelle de la machine ne fait pas. Donc, c'est facile de parler du remplacement, mais est-ce que c'est vraiment un remplacement, ou est-ce que c'est juste un truc un peu à minima? Donc il y a peut-être ce genre de questions à se poser si on veut avoir une approche un petit peu responsable, même pour les créateurs. Et nous? Alors je crois, là, nous les usagers, on est bien pire que les créateurs, je trouve. Parce que on entend plein de trucs, on voit plein de peurs, on se pose plein de questions, et on oublie un truc, c'est que c'est toutes ces IA génératives qu'on utilise actuellement, moi je trouve que c'est une calculette. C'est un outil comme votre calculette, comme un marteau. Et si vous voyez des professionnels se servir d'outils, si vous avez des artisans, ils vont pas venir avec un couteau suisse dans votre maison pour faire des réparations. Ils vont prendre une série d'outils qui vont chacun faire un certain job. Et ils connaissent ce que peuvent faire les outils et ce qu'ils peuvent pas faire. Nous, on nous vend une espèce de miracle de couteau suisse. Ok, mais si on y croit, on est con. Vous pouvez pas demander n'importe quoi, et donc je pense que c'est un outil qu'on vous propose actuellement, donc là je parle surtout des IA génératives, qui est formidable, mais qui a plein de limitations. Et c'est comme tous les autres outils, c'est pas parce qu'il a l'air facile qu'il l'est vraiment. Et je pense que nous, notre responsabilité, c'est de comprendre comment marche l'outil, d'apprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, ce qu'on peut lui demander, ce qu'on peut pas lui demander,
Et c'est pas simple parce qu'en fait, c'est pas totalement clair encore qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, qu'est-ce qui va aussi nous dégrader, nous, notre cerveau, parce qu'on va trop s'appuyer là-dessus. Et du coup, ça va pas nous aider. Mais je pense que si on revient à cette vision un peu plus bête de outils, et pas IA qui sait tout faire, ça aidera à avoir un débat un tout petit peu moins passionné et peut-être juste à se servir de bonnes choses de cet outil et puis à pas faire attention au reste. Et juste, pour ceux qui pensent que c'est leur meilleur ami, faites juste un tout petit peu attention aux informations que vous partagez dessus. Ça, c'est à autre chose, mais je vous rappelle que bien sûr, tout ce que vous écrivez sur ChatGPT ou autre truc en ligne termine chez OpenAI ou chez le chat ou chez n'importe qui. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez partager de votre vie avec les autres. C'est votre problème, mais c'est un petit point d'attention parce qu'on a tendance à poser beaucoup plus de questions qui peuvent plus vite, donner même par accident des informations sur nous et on voudrait peut-être pas le faire. Donc voilà, ça c'était juste un autre point de responsabilité qui a rien à voir avec l'IA, mais qui a tout à voir avec nos vies de tous les jours. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien sûr, je prends les questions. Merci Alex. On a un petit quart d'heure pour prendre des questions. N'hésitez pas. Les choses dont il n'a pas parlé, les questions. Demandez-lui tout ce qui vous paraît nécessaire pour essayer de comprendre une semaine qui va parler d'IA, même si pas trop de technique cette semaine. Je pense que c'est quand même pas mal que... Voilà. N'hésitez pas. On a une première question. Moi, je voulais revenir sur la consommation d'énergie et la solution dont vous nous avez parlé. Est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que c'est une solution pour se satisfaire de ça, alors qu'en fait, c'est pas vraiment une solution, on n'a jamais vraiment trop d'énergie et on n'entraîne jamais vraiment les machines qu'au moment où on a trop d'énergie. Pardon si je me trompe, mais... Alors, j'en sais rien. C'est un article que j'ai lu il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, c'est pas un article scientifique, j'ai trouvé ça amusant et je me suis dit, oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y ait pensé et je trouvais que c'était malin. Après, en vrai, ok, alors on va entraîner les modèles que le midi. C'est mal barré parce que, quand on voit que il faut des semaines d'entraînement, bien sûr, quand je dis des semaines, c'est des semaines, pas des semaines de 35 heures, des semaines de 24 x 7 heures. Ok, là ça va être un peu plus long et en plus les Chinois ont moins de puissance de calcul que les Américains pour l'instant, donc ce serait bête. Mais je dirais tout ce qui peut être fait, qui peut aider un petit peu à réduire. Il y a plein de travaux, je pense, pour réduire actuellement. Je ne sais pas si vous en entendrez parler cette semaine, et moi-même je suis pas au courant de tous ces travaux. Mais étant donné que l'IA actuellement c'est le sujet numéro 1 pour tout le monde. Il y a plein de travaux pour réduire la consommation d'énergie des puces qui font de l'IA, pour réduire la consommation des modèles. Donc cette solution-là, c'est pas la solution, ça c'est clair, l'unique solution. C'est un bout de solution qui peut être pas mal, mais avec beaucoup d'autres. Là encore, j'aurais dû le mettre dans la responsabilité, mais on n'est peut-être pas tous obligés de sortir le modèle le plus compliqué pour répondre à nos questions. Peut-être des fois, il y a des questions qui n'ont pas besoin qu'on les pose à des LLM, je sais, c'est pas facile, et elles peuvent être posées à votre Google préféré. Alors, je vous dirais pas d'aller chercher dans les livres quand même, ça c'est embêtant et tout, mais on peut parfois, avoir des... Et même si vous avez besoin d'un LLM, genre si vous voulez juste vérifier l'orthographe d'un paragraphe, vous pouvez utiliser des LLM locaux qui tournent sur votre machine, qui sont plus petits, donc qui consomment moins, et du coup... ça va consommer moins et ça va faire partie d'un panel de solutions. C'est trop récent encore, je pense, pour qu'on sache exactement toutes les façons de faire baisser la consommation. Au niveau de l'écologie aussi, il y a la consommation en eau qui est un sujet aussi important pour refroidir les data centers. J'ai cru voir comme quoi il y avait en Arizona, des trucs comme ça. Et c'est un autre sujet aussi dont on ne parle pas autant que l'électricité, mais qui est très majeur. Parce qu'il y a eu des data centers au Mexique aussi qui ont été ouverts, je crois.
et près de populations qui n'ont pas de quoi avoir de l'eau potable aussi. Donc voilà, c'est un sujet aussi qui inquiète au niveau de l'IA, sur lequel je ne sais pas si vous avez des réponses. Alors moi, je suis pas compétent, mais effectivement, ça paraît complètement idiot d'avoir mis ça en Arizona. Mais enfin, je sais qu'il y a eu des efforts justement. Enfin, je sais qu'à un moment, mais c'est rien à voir avec l'IA. C'était bien avant ça, mais Google faisait des efforts pour que, enfin, vous savez que des systèmes de chauffage collectif, ça existe. Vous avez une grande, je crois qu'on en a un à la fac. Bon, c'est peut-être pas celui-là dont on va parler parce que c'est pas le meilleur, mais vous avez une grosse chaudière qui fait l'eau chaude et qui l'envoie à tous les bâtiments. À un moment, Google faisait ça à côté de certains de ses data centers. Le data center était la chaudière qui faisait l'eau chaude pour les radiateurs. Ce qui est bête, c'est qu'en été, c'était pas aussi bien. Mais voilà, je sais qu'il y a eu des efforts là-dessus, mais après, j'en sais pas plus. Là, il faudra trouver des plus spécialistes que moi. Moi, je me pose juste une question par rapport justement à l'utilisation des questions sur les LLM. Est-ce qu'aujourd'hui, si on pose une seule question à un LLM du coup qui est pertinente, est-ce que c'est par rapport au fait de poser 10 questions sur Google et de chercher sur plein de sites, est-ce qu'au fur et à mesure qu'on optimise les modèles et du coup qu'on réduit la consommation, est-ce qu'on n'arrivera pas à un équivalent avec quelqu'un qui poserait 20 questions sur Google pour chercher la bonne ligne de code par exemple, et quelqu'un qui pose une seule question et qui l'a directement? C'est une bonne question. Alors, j'aurais tendance à penser que oui. C'est très difficile, en fait. Enfin, en tout cas, il doit y avoir des gens. Anne-Cécile Orgerie, par exemple, pourrait vous dire un peu plus loin. Parce que Google, ils sont quand même pas complètement bêtes. Eux aussi, ils font tout pour réduire le prix d'une recherche. Les gens qui font les LLM font aussi tout pour baisser le prix. ChatGPT 5, par exemple, c'est un très très bel effort. On ne connaît pas les chiffres, mais c'est un très très bel effort de réduction de prix. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ChatGPT 5, ce qui est dit actuellement, c'est devenu un super routeur. Il regarde votre question, il se dit « Ok, facile ». Si c'est facile, il l'envoie sur un modèle tout pourri, mais que vous ne voyez pas. En fait, c'est toujours le même ChatGPT 5, mais ça va dans une zone qui ne coûte pas cher. Et si par contre, votre question est vraiment compliquée, d'ailleurs, vous allez le voir, il va se mettre à dire « Oula, il faut que je réfléchisse un petit peu ». Là, il va se mettre à consommer de l'énergie. Donc, en fait, il est plutôt en mode réduction de coûts. Mais effectivement, si vous passez votre temps à poser plein de questions à Google que vous ne trouvez pas, en fait, vous perdez et de l'énergie et votre temps. Alors que finalement, peut-être qu'on peut, pour une consommation d'énergie équivalente ou peut-être juste double ou triple, je ne sais pas, je vous dis des chiffres qui sont peut-être pas vrais, gagner aussi un petit peu de temps à nous, ce qui est pas mal. Ça se discute, je ne pourrais pas savoir. Il y a encore des questions? Donc je pense que ce qu'il faut retenir de ce que a dit Alexandre, c'est l'IA, ça date pas d'hier, en particulier pas de 2022, qu'il y a eu différents, on va dire, types de recherche en IA, plutôt symbolique, plutôt apprentissage stats numérique. L'IA générative est plutôt issue de la deuxième partie et arrive comme une troisième vague de, on va dire, de champs de recherche en IA. Cette semaine, vous allez entendre parler d'un peu de tout, parce que en fait, dès qu'on est obligé de dialoguer et de raisonner et de faire en sorte que la machine raisonne un peu plus, on est obligé de revenir dans le champ de l'IA symbolique. Donc vous aurez un petit peu des deux. Donc c'est important que vous sachiez que on s'arrête pas, ni les chercheurs, ni les gens qui vont vous parler, on s'arrête pas à ce qui est visible pour le grand public, qui est les IA génératives, ChatGPT et compagnie. Il y a bien d'autres choses, et puis je pense que vous avez eu un bon panel de tout ça aujourd'hui. Après, sur les utilisations des IA génératives, le bien, le mal, bien au contraire, on va en discuter toute cette semaine. Je vais juste vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps.
Je m'aide beaucoup de ChatGPT et consorts, hein, DeepSeek, Mistral. Je les utilise tous pour faire mes examens d'IA. En moyenne, on va dire que si je donne mon examen d'IA à faire à ChatGPT, je lui mets entre 13,5 et 14, ce qui est plutôt plus que ce que je mets à mes étudiants en moyenne. Moyenne est toujours à peu près autour de 10. Donc il s'en sort pas trop mal. Quand même 2 choses. Il fait des erreurs, d'accord, c'est pas parfait. Donc en fait, je peux rien lui donner et même lui demander de m'aider à faire ou de faire sans vérifier. Ça c'est la règle numéro 1. Vous ne pouvez pas demander à être généré pour les raisons que vous a donné Alexandre sur comment ça fonctionne un petit peu dans les grandes lignes. Comme on fait que de générer des choses probables, on ne peut rien demander de type question sur laquelle on veut une réponse une réponse exacte à 100%. On peut pas le garantir, ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les questions un petit peu environnementales, là, et la question de est-ce que si on pose une question à ChatGPT, on dépense moins que si on pose 20 questions à Google. Je suis comme Alexandre, je sais pas trop dire. Je pense que les requêtes Google ont été extrêmement optimisées et je dirais que c'est encore moins coûteux, mais j'en sais rien. Donc je vais pas, c'est une réponse de comptoir, donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, faites pas ce que j'ai fait. Je pense qu'on est tous, ceux qui utilisent ce type de méthode-là au quotidien, vous êtes tous tombés là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, sur mon dernier examen d'IA, j'ai voulu demander à mes étudiants d'étudier une courbe de l'os. Alors, il vous a pas parlé de courbe de l'os parce que c'est un aspect très technique, mais une courbe d'apprentissage, si vous voulez. Et donc, il se passe des choses sur la courbe et je savais comment devait être la courbe et je voulais demander aux étudiants de la regarder et dire, sur cet aspect-là de la courbe, il se passe telle chose, cet aspect-là, il se passe telle chose, etc. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de générer ma courbe de l'os. Et j'ai passé, je pense, 1 heure à pas avoir la bonne réponse. Parce que c'était pas exactement comme ça que je voulais qu'il la génère, pas exactement comme ça. C'était là, il faisait n'importe quoi. Du coup, je lui redemandais. À chaque fois, je régénérais une image. J'ai passé 1 heure à faire des interactions en générant des images. Générer des images, c'est plus coûteux que générer du texte, juste parce que le réseau de neurones derrière est plus complexe. Et j'ai un collègue, c'est pas Alex, mais j'ai un collègue qui est rentré dans mon bureau qui m'a dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis je suis en train de faire mon examen avec ChatGPT, mais il n'arrive pas à générer ma purée d'images. Et donc la personne m'a dit mais qu'est-ce que tu cherches à générer ? Donc je l'avais dessiné l'image et elle m'a regardé, elle fait prends-la en photo. Et en fait j'ai même pas pensé que je pouvais dessiner et mettre la courbe sur mon examen et puis donner la courbe exacte que j'avais dessinée, qui était exactement celle que je voulais. Je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la générer par ChatGPT. Et j'ai passé 1 heure à détruire la planète pour absolument rien. Et je pense que ça, c'est une leçon pour plus tard. Je sais pas, peut-être ça vous fait réfléchir. En fait, il y a des tas de moments où on interagit avec ChatGPT où on n'a pas du tout besoin de le faire. Et juste un peu réfléchir à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on devrait faire. Je pense que ça peut déjà sauver pas mal de choses. Voilà. Bon, c'était juste ma minute de réflexion. Je pense qu'on peut remercier de nouveau Alexandre et puis